Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes collègues, je ne vais pas répéter les arguments que vous avez déjà entendus sur la critique des options qui fondent et organisent votre budget. Puisque nous sommes sur l'examen d'une trajectoire, je vous propose une réflexion sous un autre angle. Je vous dirais volontiers derrière vous que je suis au moins d'accord avec vous sur un point. Prévoir est difficile. Et justement, il faut faire des efforts. Le document qui est présenté là est une trajectoire comptable. Elle répond à des exigences qui viennent de la Commission européenne de Bruxelles. Celle-ci a pour obsession, compte tenu de la domination qu'exerce la politique économique de l'Allemagne sur le reste de l'Europe, la question de la dette. Oui, c'est à cause de l'obsession allemande sur la stabilité des prix qui menacerait de ruiner la rente, d'une part, et d'autre part, l'obsession du gouvernement de droite allemand d'avoir un euro fort de manière à se procurer plus facilement les marchandises dont ont besoin les rentiers. Et au nom de ça, la Commission européenne mène une politique intraitable pour faciliter la politique de l'offre, donc réduire les coûts salariaux, donc réduire tout ce qui pourrait être le transfert de l'externalisation des coûts écologiques et sociaux qui aujourd'hui sont faits sur la société, ne pas les ramener dans les comptes publics. C'est ça leur trajectoire générale. Et la dette sert de rayon paralysant. Si on veut bien regarder de près, depuis maintenant 15 ans que ça dure, les mêmes politiques sont appliquées et elles ont échoué du point de vue de leur propre objectif, pas d'une autre. Je ne prends pas point par point tout ce qui n'a pas été fait. Je ne regarde qu'une chose. Ils ont fait tout ça et l'ont exigé de tous les pays d'Europe pour faire baisser la dette. Or, la dette a explosé partout. Évidemment, dans notre pays. Mais nous aurions tort, nous Français, tout d'un coup, de nous prostrer dans une culpabilité. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la France a vécu au-dessus de ses moyens. Ce n'est pas vrai. La France a eu à faire face à des coûts qui lui ont été transférés. Et si la dette française a fait ce bond, c'est d'abord le jour où l'Allemagne a décidé de donner un mark de l'Ouest pour un mark de l'Est. Et à partir de là, les taux d'intérêt ont explosé et nous, Français, pendant 10 ans, nous avons payé les conséquences de cette unification monétaire sur laquelle personne ne nous a demandé notre avis. Mais évidemment, déjà, c'était une politique qui visait à protéger la rente. Et le premier gonflement de la dette française, il est à ce moment-là. Le reste vient ensuite de taux excessifs, puis de la crise de 2008. Je reviens au fil de mon propos. Si c'était la dette l'ennemi, alors nous sommes en état d'alerte maximum sur la planète entière. Je ne vous ferai que pour le confort de la conversation, Monsieur le Ministre, le reproche de ne pas l'avoir prévu, mais je reconnais que vous ne pouvez rien prévoir en la matière. Il y a un risque majeur d'explosion de la bulle financière qui englobe toute l'économie monde à cette heure. Ce diagnostic n'est pas que le mien, il est fait déjà depuis quelque temps. Mais il y a des raisons structurelles. La financiarisation de l'économie, qui est la première des choses que l'on devrait bloquer quand on est soucieux d'une économie productive réelle, et qui n'est pas fait. Là, la critique, je vous l'adresse, parce que vous avez amplifié les moyens de concourir à la bulle financière en supprimant l'impôt qui porte, par exemple, l'impôt qui porte sur les avoirs immobiliers. Et dans ces conditions, on peut dire, vous avez apporté une contribution mobilier, une contribution au gonflement de la dette. J'ai pris un texte, parce que si je citais les penseurs ou les économistes de ma famille politique, vous pourriez m'en faire le reproche et dire, eh bien, finalement, vous tournez en boucle en vous citant vous-même. Je veux citer un article qui est paru dans le journal Les Échos, qui n'est pas un journal qui m'est spécialement favorable, sur cette dette mondiale. Et la citation qui est faite est celle d'un gouverneur de la Banque de France, qui n'a pas non plus la réputation d'être un gauchiste, et quelques autres. Et voici ce qu'il dit, très justement, et je partage absolument ce qu'il dit. Les politiques économiques des pays du G7 nous conduisent tout droit vers une crise du système financier international. Ces politiques sont irresponsables, que ce soit dans le domaine monétaire, macroéconomique ou dans les domaines climatiques et de la défense. Les apprentis sorciers ont construit un modèle de croissance basé sur la dette qui nous conduit tout droit vers le prochain crash financier. Celui-ci est imminent si l'on se rapporte au niveau
de la bulle boursière en comparant à ce qu'il était en 2008, ou au niveau du montant total de la dette mondiale, et spécialement de la dette privée, qui est bien plus dangereuse que la dette publique, car la dette publique est garantie par les États, la dette privée n'est garantie par personne. Par conséquent, le meilleur moyen de parer au défaut de la dette, c'est d'abord de parer au défaut de la dette privée. Et pour cela, il n'y a qu'une seule et unique méthode. Ah non, pardon, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs que l'histoire nous a donné. Plusieurs méthodes. Première méthode, on paye. Ce n'est plus possible, le niveau de la dette est impayable à condition économique constante. Deuxième moyen, eh bien, il est rugueux mais bien connu, c'est la guerre. On casse tout et on reconstruit. Ça s'est produit à plusieurs reprises dans notre histoire. Le troisième, c'est l'inflation. Le quatrième, c'est le défaut. Oui, les deux guerres mondiales, non, je sais bien que ce n'est pas prévu, mais je dis que quand on voit, je sais que vous ne l'avez pas prévu, mais hélas, aujourd'hui, pour des raisons multiples, M. Trump a plus d'importance que M. Darmanin dans les événements mondiaux, et même que M. Mélenchon. Or, il se trouve, eh bien, écoutez, oui, parce que je préfère un Français à n'importe quel autre. Bon, si vous voulez vraiment que je vous réponde. Mais ce que je voudrais, puisque vous en offrez la possibilité, regardons le rôle que joue l'économie d'armement et l'économie de guerre pour le fonctionnement des États-Unis d'Amérique et pour la dynamique de son économie particulière. Et alors on comprend mieux que M. Trump n'est peut-être pas seulement l'irresponsable que l'on croit ou le dément que l'on croit. C'est quelqu'un qui, avec esprit de méthode, est en train de remettre en place les conditions d'affrontement ici ou là, parce que c'est comme ça que tourne aujourd'hui l'économie nord-américaine. Elle tourne sur le fondement de l'économie d'armement. Tous les présidents libéraux ont tous remis en route des programmes d'armement. Et si vous voulez prendre l'exemple de la guerre d'Afghanistan, 85% de l'argent que les États-Unis ont déversé là-bas sont retournés directement dans les caisses des États-Unis parce que c'était de l'armement ou des compagnies américaines. Mais je ne veux pas m'éloigner de mon fil directeur excessivement. Nous connaissons les causes qui vont nous percuter. Parce que tout ça contribue à l'économie de la dette, pardon. Que vous en souriez, peut-être que ça n'a aucune espèce d'importance que tout le monde soit ruiné, mais pour nous, si, ça en a. Par conséquent, comment parer à cette dette impayable? Celle des États, je l'ai déjà dit, je renouvelle la proposition à cette tribune. C'est qu'il y ait en Europe une conférence de la dette. Nous préférons que le moratoire sur la dette soit discuté avec les partenaires et organisé techniquement avec le concours de la Banque centrale européenne, plutôt que de la laisser toute seule dégénérer à soit un défaut ici ou là, soit une compétition aggravée entre les peuples, notamment sur leurs conditions sociales, qui produisent des explosions de nationalisme absurdes, aveuglés et haineux que l'on voit dans toute l'Europe de l'Est se déchaîner aujourd'hui. La deuxième façon, c'est évidemment de procéder à une relance sociale et une relance écologique. Oui, la relance écologique. Sauf que quand on parle de relance, on n'entend toujours parler que de dette. Et à la fin, le cycle est réamorcé. Non, on ne fera rien, on ne fera pas de relance, parce qu'il y a la dette. Comme il y a la dette, on fera des coupes budgétaires. Et le budget qui est présenté pour les années prochaines, c'est un budget qui accumule les coupes budgétaires jusqu'à pratiquement un montant de 100 milliards. Or, ces 100 milliards, c'est déjà les 100 milliards d'investissements qui ont manqué pendant la période de la présidence de François Hollande. Une relance sociale, je vous en donne qu'un seul exemple, et là j'en ai tant à donner. Si seulement on se préoccupait de l'humain, on irait mieux. Je prends un exemple sur lequel nous pourrions être tous d'accord, puisque nous le proclamons sans cesse dans nos discours. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Si l'on établissait l'égalité salariale, nous aurions 33 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Nous aurions 6 milliards d'euros d'épargne de plus et 22 milliards d'euros de hausse de la consommation. Ce sont des chiffres qui ont été établis par des organismes dont on conteste la compétence, ce qui est bien normal, parce qu'après tout, on a le droit de tout contester. À la fin, ce qui compte, c'est ce que la raison est capable de prouver. Dans ces conditions, je viens de prendre un exemple. Je pourrais en prendre d'autres. De même, la relance écologique. J'entends bien, M. Darmanin, que vous ne pouvez pas prévoir les typhons et les tempêtes. Mais tout de même, vous pouvez prévoir que les événements climatiques extrêmes, qui de toute façon maintenant vont avoir lieu, vont avoir un impact sur l'économie. Mieux vaudrait prendre les mesures à temps, c'est-à-dire faire le tournant, la transition, notamment la transition énergétique dont notre économie a besoin. Alors, évidemment, il y a, après tout cela,
une réflexion à avoir plus profonde, qu'on peut mettre en mots, qu'on peut mettre en chiffres. Tous ces effets de relance, Monsieur Darmanin, je suis certain que vous ne me diriez pas non si on ne vous disait pas juste derrière, mais vous allez creuser la dette. Voilà le cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés. Il faut de la relance pour qu'il n'y ait pas le défaut de la dette privée et qu'il n'y ait pas le défaut de la dette publique. Car la relance de l'activité, si elle est basée sur autre chose que l'idée de la croissance pour la croissance, c'est-à-dire si elle a un contenu écologique, alors c'est un bienfait qui ruisselle sur toute la société, en techniques nouvelles que l'on imagine, en moyens nouveaux que l'on met en place et surtout en contribution à l'histoire de l'humanité universelle. Monsieur le ministre, dans ce plan de marche, il y a 0 incident climatique à prévoir, il ne se passe rien avec les centrales nucléaires, même pas leur fermeture, ni même l'ouverture avec les efforts financiers, j'en conviens, énormes qu'il faut faire pour faire la transition écologique. Personnellement, avec le programme L'Avenir en commun, on a prévu 100 milliards sur ce sujet. C'est vous dire comment quel est le retard. Mais ce n'est jamais que les 100 milliards que l'on a perdus pendant la présidence de François Hollande en matière d'investissement. Et il ne faut pas affaiblir les capacités productives de notre pays. Et la première de ces capacités productives, c'est ce qu'il y a dans la tête de sa jeunesse. C'est-à-dire tous ceux qui vont à l'université, obtiennent des diplômes et ensuite améliorent le niveau de qualification du pays. Et pardon de vous dire qu'il y a un lien avec les restrictions qu'on est en train de mettre en place après avoir fait cette politique irresponsable de numerus clausus, dont je reconnais que vous n'êtes pas le responsable, parce que ça a commencé avant. Pour qu'on ait eu le tirage au sort et les rentrées terrifiantes que nous avons, c'est qu'il s'est passé bien des choses avant, c'est-à-dire des gens qui l'ont voulu. Eh bien, qu'aurez-vous en amont? Naturellement, des jeunes gens qui feront des dettes étudiantes. Et en avant, encore de la dette. Peut-être la surprise que nous aurons, c'est de voir la dette, la bulle financière mondiale éclater à cause de la dette étudiante aux États-Unis d'Amérique. Ça fait partie des pronostics parmi les économistes des plus probables des causes qui pourraient provoquer ici ou là un effondrement du système financier mondial. En tout cas, si on accepte ici l'OCDE, qui est un organisme bolchevique bien connu de vous tous, il vous recommande à tous de faire de la relance sociale et de ne pas simplement compter sur la croissance pour la croissance, c'est-à-dire un mécanisme aveugle qui est celui de la politique de l'offre. Faites davantage attention à ce qui vous est dit sur la politique de la demande. Ne croyez pas que l'économie politique est née il y a 20 ans avec les politiques absurdes qu'on a mises en place, les crises du capitalisme dont la cadence se resserre, et se resserre d'une manière assez spectaculaire à partir du moment où il a été décidé en 1971 qu'on financiariserait l'économie mondiale en permettant aux États-Unis d'Amérique d'imprimer autant de billets qu'ils le veulent et d'émettre autant de dollars qu'ils le veulent. Si vous regardez, vous avez à partir de 1972 14 crises en 40 ans, là où il y en avait eu 12 en un siècle dans le modèle capitaliste précédent. Dans ces conditions, la relance par la croissance et la croissance sociale et écologique sont des vertus économiques et pas simplement des coûts humains négligeables à la marge des additions que nous faisons. C'est par là que je vais terminer. Je vais vous citer l'OCDE, qui est une conclusion un peu banale pour un homme comme moi. Eh bien, je le fais. Elle dit « Des politiques uniquement axées sur la croissance, reposant sur l'idée que cette dernière bénéficiera automatiquement à tous les segments de la population, pourraient en réalité compromettre la croissance à long terme, dans la mesure où les inégalités s'accroîtront. En revanche, les mesures qui contribuent à limiter ou, dans l'idéal, à inverser l'augmentation des inégalités à long terme favoriseraient non seulement l'instauration de sociétés moins injustes, mais aussi plus riches. Autrement dit, les gisements de richesse ne sont pas dans les coupes budgétaires, mais dans l'enrichissement des braves gens qui gagnent leur vie en travaillant. Et il est normal qu'ils se partagent la richesse qu'ils produisent eux-mêmes, pas par l'impôt, mais par la répartition de cette valeur qu'est le salaire, et par l'invention, et par la prime que l'on donne à ceux qui imaginent et mettent en place des moyens de sortir de l'impasse de civilisation dans laquelle nous sommes. Parce que, Monsieur Darmanin, Monsieur le ministre, je vous connais, je sais que vous êtes conscient du fait que nous sommes dans une impasse civilisationnelle. Ce modèle nous condamne tous à mort et condamne cette forme particulière de société à la mort. Quelles que soient les qualités des gestionnaires ici ou là, des comptables à tel ou tel moment de l'histoire, ils ne peuvent pas, par ce type d'effort, franchir la limite que leur a posée un système. Alors voilà, Monsieur le ministre, pour terminer, on ne peut pas prévoir aussi longtemps qu'on croit que l'avenir, c'est ce qui va arriver. Mais
le philosophe nous apprend, c'est Gaston Bachelard, que l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce qu'on va faire. Il est possible de bien faire, Monsieur Darmanin. Encore un effort. Merci. Bon, je remercie le ministre Darmanin, au nom de mes camarades, pour sa réponse et le respect qu'il a témoigné en cette réponse pour le fait qu'il y a bien un débat, je me permets juste de le rappeler, qui n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il a commencé au siècle précédent, lorsque le capitalisme est devenu le mode de production dominant. Donc depuis cette période, on débat pour essayer de comprendre pourquoi il est agité de crises qui ont un effet destructeur. Mais je veux bien dire que c'est une destruction rose, aimable et gaie. Bon, il en est juste résulté une série de chômage de masse et de guerres mondiales. Mais à part ça, tout le reste allait bien. Donc c'est normal qu'on se pose la question d'essayer de décrypter les effets de système qui nous surplombent tous, aussi bien à droite qu'à gauche, qui nous surplombent tous pour essayer de les résoudre. Vous apportez une réponse, nous en apportons une autre. Je suis quand même, lorsque je vous dis état d'alerte maximum sur la dette mondiale, pardon de vous dire que ce n'est pas au bureau politique de je ne sais quelle organisation que j'ai trouvé ça, mais dans le journal Les Échos. Et il y a un argumentaire qui est produit par quelqu'un qui n'est pas de mon camp. Je sais pourquoi, madame, je me permets de dire que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse, et non pas que l'on flétrisse l'autre en disant « il traite de problèmes qui peuvent survenir ». Mais alors, madame, est-ce que dans quelques semaines, si jamais cette bulle éclate, car tout le monde dit qu'elle va éclater, je reviendrai en disant « c'est vous qui avez été halluciné par l'enthousiasme du futur ». Non, vous êtes enthousiaste, je vous en reconnais parfaitement le droit. Moi aussi, je suis enthousiaste. Un jour ou l'autre, nos idées viendront au gouvernement. Et je suis enthousiaste de ce que ça produira. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui me désole et j'essaye de le comprendre. Voilà, ni plus ni moins. Naturellement, j'ai compris, il n'y aura pas de crise écologique, le réchauffement de 3,5 degrés n'aura pas lieu, la 6e extinction n'aura pas lieu, les États-Unis d'Amérique débordent d'armement, mais c'est juste pour le regarder, pas pour l'utiliser, et ainsi de suite. Pardon de vous dire que ça, c'est de l'angélisme. Regardez en face les difficultés, essayer de les traiter et être optimiste. Et être optimiste, c'est précisément croire qu'on peut les traiter et qu'on n'a pas affaire à des effets qui vous surplombent, des effets de système qui vous surplombent au point qu'il ne reste que l'aveuglement pour se contenter du futur. Merci.